Mesdames les modératrices, mesdames et messieurs, mes chers collègues, d'abord je voudrais vous remercier le comité d'organisation de la SMEDIAN et de la Société africaine de diabétologie et d'endocrinologie pour cette invitation qui me fait très plaisir. Et aussi vous dire que je suis très touché par les mots que vous venez de dire concernant les formations que nous avons organisées dans le service à Marseille. Moi-même, j'ai pris avec mes collaborateurs un très grand plaisir et bien sûr, ça me touche qu'il y ait ce retour très très positif et bien entendu, nous sommes à votre disposition dans le département à Marseille pour poursuivre cette formation, pour la prolonger et justement profiter de ces échanges entre nous de part et d'autre de la Méditerranée. Donc merci beaucoup pour votre invitation et merci pour votre attention. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du champ de l'insulinothérapie dans le diabète de type 2. Vous savez que c'est quelque chose d'extrêmement important comme étape dans la stratégie thérapeutique pour maintenir un bon équilibre glycémique chez les patients et par cela prévenir le risque de complications du diabète et probablement, comme le professeur Schreiby vient de le dire, limiter le coût de ces complications. Voici mes liens d'intérêt. Comme vous le savez, je voudrais prendre au départ l'initiation de l'insulinothérapie. Quand vous considérez un patient en échec d'antidiabétique oraux, c'est-à-dire un patient dont le traitement oral maximal ne permet pas l'obtention de l'équilibre glycémique que vous avez fixé pour le patient, cet équilibre glycémique et ce niveau d'hémoglobine glyquée, comme vous le savez, est personnalisé, individualisé selon la présentation clinique de ce patient. Eh bien, quand vous n'y parvenez pas avec un traitement oral maximal, vous avez l'étape très importante de l'initiation de l'insuline. Celle-ci se fait, d'après toutes les recommandations, par une insulinothérapie dite basale, c'est-à-dire une insuline de longue durée d'action. Pourquoi ? Parce que lorsque vous proposez aux patients qui présentent un profil glycémique défavorable sous ADO, il est en échec d'ADO avec une hyperglycémie basale et des excursions glycémiques postprandiales. Eh bien, lorsque vous lui proposez une seule injection d'insuline basale, en général le soir, que vous arrivez à optimiser, c'est-à-dire à la titrer pour permettre un effet direct de blocage de la production hépatique de glucose et de permettre directement d'améliorer la glycémie basale, la glycémie à jeun. C'est le rôle principal d'une insuline lente. Elle bloque la production hépatique de glucose et, sous réserve d'une bonne titration, vous permet la normalisation de la glycémie à jeun. Eh bien, vous voyez que grâce à cet effet direct sur la glycémie à jeun, vous allez avoir une translation vers le bas de toutes les autres glycémies du nictémère et, quelques semaines après, obtenir un cycle glycémique satisfaisant où vous voyez que l'insuline basale aura directement agi sur la glycémie à jeun, indirectement sur les glycémies postprandiales. C'est ça qui vous permet d'avoir un bon équilibre glycémique global, mais regardez quelque chose de très important, l'insuline basale bien titrée ne permet pas de jouer sur le delta glycémique postprandial, c'est-à-dire les excursions de la glycémie après les repas, et vous voyez bien que les différences entre post et préprandial à chaque repas ici sont exactement les mêmes qu'à l'initiation. Donc, l'insuline basale est un traitement antidiabétique basal pur. Elle n'agit que sur l'hyperglycémie basale, elle n'agit pas sur les excursions glycémiques postprandiales, elle agit sur les valeurs absolues des glycémies postprandiales, mais elle n'agit pas sur les excursions. Et c'est ça la définition d'un traitement antidiabétique prandial. C'est un traitement antidiabétique capable d'agir sur la réduction de l'excursion glycémique ou de l'air sous la courbe des glycémies après les repas. Donc retenez ce concept que quand on initie un traitement par insuline chez le diabétique de type 2, on choisit une insuline basale pour corriger l'hyperglycémie basale en premier, bien la corriger grâce à une titration adéquate. Et c'est grâce à ce phénomène que vous allez obtenir cette translation vers le bas de toutes les autres glycémies
Vous allez donc obtenir une diminution des glycémies postprandiales en valeur absolue, bien entendu, mais comme les glycémies préprandiales partent de plus bas, c'est normal que les glycémies postprandiales partent moins haut. En revanche, les différences entre post et pré, c'est-à-dire les deltas glycémiques, les excursions glycémiques, ne sont pas du tout affectées par une insuline basale. Et donc, grâce à ce phénomène, vous allez avoir un équilibre glycémique global satisfaisant qui vous permettra pendant un certain temps d'arriver à l'objectif. Alors là, sur la diapo, c'est 7%, mais ça peut être 7,5, 8%. Ça dépend de l'objectif d'hémoglobine glyquée que vous vous êtes fixé pour votre patient. Donc vous voyez que l'insuline basale, c'est vraiment un outil très intéressant, très efficace, mais à une condition, de l'utiliser de façon optimale. Car le traitement par insuline n'est efficace qu'à la bonne dose. Ce n'est pas un médicament comme un autre, l'insuline. Ce n'est pas un médicament qui marche ou qui ne marche pas. C'est un médicament qui marche le plus souvent, mais à la condition de l'utiliser à la bonne dose. Il y a donc, de façon absolument obligatoire, un concept d'optimisation quand on parle du traitement par insuline. Le traitement par insuline est inutile s'il n'est pas optimisé. Si vous ne prenez pas le soin de titrer une insuline, c'est évident que c'est un médicament qui ne marchera pas. Alors que l'insuline est considérée comme le traitement qui a le plus de répondeurs, qui a un taux de répondeurs le plus important. Donc la notion est très importante d'optimiser l'insuline basale avant même de l'intensifier. Vous voyez, ce sont deux notions de stratégie thérapeutique qu'il est important de comprendre. Optimiser, c'est vous garder le même outil thérapeutique et vous lui donnez toute la chance d'être performante avec cet outil-là. Vous optimisez sa posologie, sa technique, ça c'est de l'optimisation. Et quand ça ne suffit pas, ou quand ça ne suffit plus, vous devez intensifier, c'est-à-dire que vous maintenez ce médicament qui a été optimisé et vous allez lui associer un partenaire pour pouvoir obtenir votre objectif glycémique. Donc vous voyez bien que, avant de parler d'intensification, on est obligé, comme on parle d'insuline, de parler d'optimisation. Et l'optimisation, c'est quelque chose d'assez délicat. Pourquoi ? Parce que je vous donne des données en France où on voit maintenant qu'il y a plus de 3 millions de patients diabétiques, parmi elles 92% de diabétiques de type 2, et que pour la première fois depuis quelques années, il y a plus de patients diabétiques de type 2 sous insuline que de patients diabétiques de type 1. Nous avons en France environ 200 000 patients diabétiques de type 1, et donc par définition sous insuline, et nous avons maintenant presque 500 000 patients, c'est-à-dire presque 20% de la population diabétique de type 2 qui est sous insuline. Donc la population de patients diabétiques de type 2 sous insuline a dépassé la population de patients diabétiques de type 1. Donc c'est vraiment un sujet aigu, très important. On doit apprendre à maîtriser les outils. Et alors justement, est-ce qu'on fait bien ? Est-ce qu'on fait bien avec l'insuline basale ? Eh bien, regardez une étude. Ce sont des patients diabétiques de type 2 qui sont déjà sous insuline basale. Donc c'est une population qui nous intéresse aujourd'hui. Comment sont-ils équilibrés ? C'est-à-dire que si vous fixez un seuil à 8%, ce n'est pas un seuil très rigoureux, hein ? Là, on dit que le patient est correctement équilibré quand il est en dessous de 8%. On aurait pu être plus rigoureux. Eh bien, avec ce seuil qui est quand même assez élevé d'appréciation de la qualité du contrôle glycémique, en 2001, il y avait 40% de patients qui n'étaient pas à cet objectif, et on fait un peu mieux, car en 2011, on tombe, entre guillemets, à 30%. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un tiers des patients diabétiques de type 2 sous insuline basale qui restent au-dessus de 8%. C'est beaucoup. Et si vous fixez le seuil encore plus rigoureux de 7%, on passe à 60% des patients diabétiques de type 2 sous insuline basale qui ne sont pas à l'objectif, qui sont au-dessus de 7%. Alors, que l'on prenne le 8%, c'est déjà 30%. Quand on prend 7%, c'est 60%. Bref, bien sûr que c'est bien.
mais c'est quand même beaucoup de patients qui restent déséquilibrés malgré quand même un traitement par insuline. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que l'insuline basale n'est pas efficace, ou en tout cas n'est pas efficace pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a un problème d'optimisation? Voyons la diapo suivante. Regardez les patients qui nous ont intéressés tout à l'heure, les fameux patients sous insuline basale, mais qui restent au-dessus de 8%. Souvenez-vous, en 2011, ils sont presque à 30%. Le chiffre exact, c'est 29,6, enfin 28,6. Bref, retenons 30% de patients qui restent au-dessus de 8%. Rappelez-vous le rôle de l'insuline basale. Le rôle de l'insuline basale, c'est la freination de la production hépatique de glucose pendant la nuit et directement la correction de la glycémie à jeun. Alors, puisque les patients sont sous insuline basale, regardons l'effet. Regardons la glycémie à jeun. Voici les résultats sur la glycémie à jeun obtenus chez ces patients sous insuline basale et qui restent au-dessus de 8%. C'est ces fameux 30%. Eh bien, c'est quand même effrayant. Effrayant de constater que la glycémie à jeun, c'est-à-dire l'objectif même de l'insuline basale, n'est à l'objectif que chez 30% des patients. Ils ont une glycémie à jeun normalisée seulement dans 30% des cas. Et dans 70% des cas, elle est au-dessus de l'objectif de glycémie à jeun. Alors franchement, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Honnêtement, c'est-à-dire vous avez choisi un outil, donnez la chance à cet outil. Il faut l'utiliser le mieux possible. On ne peut pas dire qu'on est en insuffisance ou en échec d'insuline basale devant un tel constat. Il faut d'abord essayer d'améliorer l'utilisation de cet outil avant de dire nous sommes en échec ou nous sommes en insuffisance, il faut maintenant intensifier. Dans le premier, là, pour ces 30% de cas, pas de problème. Là, la situation est claire. L'insuline basale a été utilisée, elle a été bien titrée, la glycémie à jeun est à l'objectif, les patients restent au-dessus de 8%, là, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le temps de l'intensification. On est vraiment dans une définition claire et nette. Tandis que dans ce deuxième cas, qui est largement le plus fréquent, dans 70% des autres cas, vous ne pouvez pas dire ça. La glycémie à jeun n'est pas à l'objectif. On n'est pas du tout dans le temps de l'intensification. Alors après, il faudra voir les raisons. Il faut voir les raisons à cette non-obtention de cet objectif de glycémie à jeun. Mais très souvent, c'est une insuffisance de titration. D'ailleurs, regardez, dans cette étude d'un observatoire sur l'utilisation de l'insuline basale, qui avait été menée en France par Sanofi, on a interrogé les patients. On leur a dit, quand le médecin vous a prescrit l'insuline basale, il vous a donc transmis un protocole de titration, une éducation qui accompagnait cette prescription d'insuline basale. Est-ce que vous avez adapté vous-même les doses d'insuline une fois qu'on vous a prescrit l'insuline? Eh bien, non, aucune adaptation dans 35% des cas. Aucune. Et même chez les personnes qui ont répondu oui, j'adapte, dans 65%, 34% c'est rarement. Alors moi je vous traduis le mot rarement, hein, c'est jamais. Rarement c'est jamais. Donc, non dans 35%. Et vous prenez ceux qui ont dit oui, c'est aussi 35% qui disent rarement, ça veut dire jamais. Donc c'est quand même un gros problème. Donc l'insuline, retenez ce message, l'insuline égale titration, insuline égale optimisation. Ça va ensemble, c'est un package qui va ensemble, sinon ça ne marchera pas, ce n'est pas la peine de choisir ça. Ce n'est pas la peine de choisir cette stratégie. Mais le plus souvent, on y arrive quand même parce que c'est simple. Pourquoi c'est simple? C'est que par contre, quand une insuline basale qui a été optimisée, c'est-à-dire quand la glycémie à jeun est à l'objectif, et il y a donc du travail à faire comme je viens de vous le dire, mais que ça ne suffit pas ou que ça ne suffit plus avec le temps à atteindre l'objectif d'hémoglobine glyquée, alors là, on est clairement et nettement dans la situation de l'intensification. L'insuline basale, elle a joué son rôle. Vous ne pouvez plus rien attendre d'elle. Et il ne faut pas l'arrêter, parce que si vous l'arrêtez,
elle ne pourra plus jouer son rôle sur l'hyperglycémie basale, il faut donc la maintenir à la bonne dose, mais il faut lui donner un autre partenaire pour pouvoir atteindre l'objectif d'hémoglobine glyquée. Elle ne suffit pas ou elle ne suffit plus toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on doit choisir? Regardez les travaux qui ont été d'abord menés, le professeur Serge Halimi l'a mentionné tout à l'heure, ils ont d'abord été menés par le professeur Louis Monnier de Montpellier en France et ils ont été repris par le professeur Matthew Riddle aux États-Unis. C'était les équations de contribution relative entre l'hyperglycémie basale en violet et l'hyperglycémie prandiale en jaune selon les niveaux d'hémoglobine glyquée. Et à gauche, vous avez des patients diabétiques de type 2 sous ADO seuls, mal équilibrés. Ils ont une hémoglobine glyquée à 8,6% en moyenne. Eh bien, quand vous êtes mal équilibré en échec d'ADO, avec des niveaux moyens d'hémoglobine glyquée à 8,6, quel que soit le segment d'hémoglobine glyquée que vous considérez là, vous avez 80% de l'élévation de l'hémoglobine glyquée qui se fait aux dépens de l'hyperglycémie basale et seulement 20% aux dépens de l'hyperglycémie prandiale. Il est donc très logique, quand vous êtes en échec d'ADO, de proposer aux patients un traitement antidiabétique basal. Donc, l'insulinothérapie basale. C'est le traitement le plus efficace à ce stade-là, car c'est l'hyperglycémie basale qui contribue à 80% à l'élévation de l'hémoglobine glyquée. Donc, avec un moyen très simple, vous allez avoir une efficacité. Voyons maintenant ce qui se passe quand vous mettez ces patients à l'insuline basale, ce qui était logique. Et c'est les histogrammes maintenant de droite. Ils sont sous insuline basale optimisée, tant qu'on a pu le faire. Ils descendent à 7,6% d'hémoglobine glyquée moyenne. Donc, ils améliorent leur hémoglobine glyquée. Voyons ce qui se passe maintenant sur les contributions relatives entre l'hyperglycémie basale en violet et prandiale en jaune, selon les segments d'hémoglobine glyquée. Eh bien, vous voyez que là, le paradigme s'inverse complètement. Quand vous avez déjà mis l'insuline basale, que vous l'avez optimisée, c'est maintenant 70% de l'élévation de l'hémoglobine glyquée qui est aux dépens de l'hyperglycémie prandiale et seulement 30% d'hyperglycémie basale. Donc, cette diapositive conduit à deux messages extrêmement importants. Quand vous êtes en échec d'ADO, mettre l'insuline basale est extrêmement efficace parce que vous allez répondre à 80% de l'anomalie. Donc, l'insuline basale va servir à améliorer l'hémoglobine glyquée. Mais en plus, quand vous optimisez l'insuline basale et que vous partez d'une bonne glycémie à jeun, vous voyez que vous allez renforcer l'efficacité du traitement prandial ultérieur. Ça a un double intérêt, l'insuline basale. Elle corrige directement l'hyperglycémie basale et donc améliore l'hémoglobine glyquée, mais elle prépare en plus la puissance de votre traitement prandial qui par définition est moins puissant qu'un traitement basal. C'est vrai que les hyperglycémies prandiales contribuent moins globalement, mais grâce à l'insuline basale optimisée dans l'étape précédente, vous allez renforcer la puissance même de votre traitement prandial, quel qu'il soit. Quelle que soit l'option prandiale, tout à l'heure le professeur Halimi a parlé de la vildagliptine, mais quelle que soit l'option prandiale que vous allez maintenant choisir, nous allons parler de l'insulinothérapie prandiale, de toute façon, ce sera plus efficace. Donc c'est intimement lié. L'étape du basal optimisé a un double impact extrêmement fort. Il corrige directement sur le moment même et il prépare l'efficacité des traitements ultérieurs, puisque bien entendu, vous avez compris que dans la définition même d'une insuffisance de basale, une insuffisance d'insuline basale, dans la définition même, c'est que malgré une glycémie à jeun à l'objectif, c'est-à-dire une optimisation de l'insuline basale, l'hémoglobine glyquée n'est plus à l'objectif, ou n'est pas à l'objectif, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le résidu, ce sont les excursions glycémiques postprandiales. Vous avez corrigé l'hyperglycémie basale, ça y est, c'est une étape qui est derrière nous maintenant.
Et officiellement, vous l'avez bien fait parce qu'elle sous-entend que l'insuline basale a été optimisée. Sinon, la glycémie à jeun ne serait pas l'objectif. Et vous ne seriez pas dans cette définition. La définition de l'insuffisance de basale sous-entend la normalisation de la glycémie basale, de la glycémie à jeun. Donc, c'est très logique de penser que ce qui reste comme élévation de l'hémoglobine glyquée, c'est aux dépens des excursions glycémiques postprandiales. Et donc, vous devez avoir maintenant plusieurs options d'intensification de l'insuline basale. Vous devez donner un partenaire à l'insuline basale pour corriger les excursions glycémiques postprandiales. C'est comme ça que vous allez atteindre votre objectif d'hémoglobine glyquée. Alors, quelles sont les options? Vous savez que quand vous utilisez l'insulinothérapie prandiale, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, il y a d'autres options thérapeutiques d'association à l'insuline basale insuffisante. Ce sont tous les traitements antidiabétiques à effet prandial. Et vous en avez toute une série. Mais nous allons voir aujourd'hui l'option insulinothérapie rapide, insuline prandiale. Eh bien, parmi ces options, vous avez ce qu'on appelle le basal bolus complet d'emblée. Vous avez la stratégie sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, la stratégie basal plus, et c'est ce qui va nous intéresser dans ce topo. Et vous avez aussi l'option d'intensification par les insulines prémix, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais si vous le souhaitez, on pourra aborder cette option lors des questions. Alors, nous avons beaucoup travaillé sur la stratégie basale plus, que je voudrais vous expliquer car elle présente des intérêts très importants en termes d'efficacité et de tolérance pour le patient. C'est une stratégie, vous voyez bien qu'en insuffisance de basale, au lieu d'aller directement vers un basal bolus complet, vous le faites graduellement et vous commencez par une étape où vous n'additionnez qu'une seule injection d'insuline rapide au moment du repas le plus hyperglycémiant, le repas qui s'accompagne de l'excursion glycémique la plus importante. C'est ça la stratégie basal plus. Vous ne couvrez pas d'emblée tous les repas avec une injection d'insuline rapide, vous n'en couvrez qu'un seul, le repas principal, le repas le plus hyperglycémiant, et bien sûr, au cours du temps, vous pouvez additionner d'autres injections pour arriver à un basal bolus complet. Mais on ne le fait pas d'emblée. Cette stratégie est sous-tendue par 3 bases. La première base, c'est que la glycémie postprandiale fait partie de l'hémoglobine glyquée. Ça, c'est une base évidente. Les hyperglycémies postprandiales, même si elles contribuent moins que l'hyperglycémie basale, mais elles contribuent à l'élévation de l'hémoglobine glyquée. Ça, c'est la première base. La deuxième base de cette stratégie, c'est que la glycémie postprandiale et les excursions glycémiques postprandiales ne sont pas équivalentes à chaque repas pour les patients et pour un même pays. Il y a, sur le plan de la culture, du mode de vie, souvent un repas qui occasionne l'excursion glycémique la plus importante. En France, elle est au petit déjeuner. Je pense qu'au Maroc, elle est plutôt au déjeuner ou au dîner, comme en Algérie. Donc vous voyez qu'il y a des différences. Et la troisième base physiopathologique qui est primordiale, c'est que quand vous corrigez justement l'excursion glycémique principale, vous allez influencer les autres glycémies de la journée. C'est exactement le même concept que tout à l'heure, je vous expliquais le concept de l'insulinothérapie basale qui agit directement sur la glycémie à jeun, mais qui translate vers le bas les autres glycémies indirectement. C'est exactement pareil sur ce concept du basal plus. La correction directe du repas principal va influencer les autres repas, si bien que vous n'êtes pas obligé d'emblée de couvrir tous les repas. Alors, est-ce que ce que je vous dis là sur le plan théorique se vérifie par les études? Eh bien, heureusement pour nous, la réponse est oui. Et je voudrais vous montrer l'étude OPAL. C'est une étude de validation du concept de basal plus qui a été menée en Allemagne. Ce sont des patients qui sont en insuffisance d'insuline glargine, plus ADO, et vous allez leur proposer un basal plus avec la glulizine, soit au repas principal que vous avez identifié, soit au petit déjeuner, systématiquement. Mais en fait, ce n'est pas tellement ça le problème. Ça a donné un peu la même chose. Mais je vais vous montrer que le concept basal plus a été validé dans cette étude OPAL. Ben, regardez ce qui se passe. Voici un patient en insuffisance de basal en vert à l'initiation. Il est sous insuline basale et regardez, il a une glycémie à jeun correcte, il est autour d'1,20 g.
Donc il a été optimisé. L'insuline basale a été optimisée, elle n'est plus suffisante à équilibrer l'hémoglobine glyquée. On est en insuffisance de basale. Au lieu de lui donner un basal bolus complet d'emblée, on identifie le repas principal, vous voyez que c'est le petit déjeuner ici, on lui donne une injection de glulisine à ce repas-là. On voit 6 mois après ce qui se passe. Eh bien, regardez, 6 mois après, voici le cycle en jaune. Vous avez un écrêtement de l'excursion glycémique principale grâce à l'injection de glulisine. Et vous voyez que sans autre injection, vous avez une translation vers le bas sur le repas suivant. C'est très net. Vous n'avez pas besoin de glulisine ou d'un autre analogue rapide, au moins à ce repas-là, c'est évident. Alors après le 3e repas, vous voyez que c'est moins significatif, mais c'est quand même très net. Le repas que vous avez adressé, comme on dit en premier, vous permet une translation vers le bas du 2e. Alors pourquoi donner une autre injection? Si vous avez maintenant le repas principal à midi, ça pourrait être un patient maroco-germanique. Donc, il a son excursion principale à midi, on lui donne l'injection de glulisine à midi, et regardez 6 mois après, écrêtement quasi complet de l'excursion glycémique principale et l'effet de translation, là encore, sur le repas du soir, sans injection. Si vous avez un repas le plus hyperglycémiant le soir, eh bien vous voyez qu'une seule injection de glulisine écrète complètement l'ascension glycémique à ce repas et vous donne même un petit effet au coucher vers 3 heures du matin qui est rémanent. Donc, le même concept qu'on a expliqué pour l'insulinothérapie basale peut être translaté quelque temps après sur l'intensification sous un mode basal plus. Alors, je vais maintenant essayer de vous comparer l'efficacité d'un basal plus, c'est-à-dire une seule injection d'un analogue rapide au repas principal, par rapport à un basal bolus complet. Et le basal bolus complet, c'est quand même une autre contrainte. Ça sous-entend quand même 4 injections par jour, car on maintient l'injection d'insuline basale et on rajoute à chaque repas un analogue rapide, souvent de l'insuline. Et justement, au lieu d'aller de là à là directement, je voudrais vous montrer qu'est-ce que donne cette étape-là, le basal plus, ou alors un basal progressif. Parce qu'en fait, le basal plus, vous pouvez le considérer comme une étape à un basal bolus progressif, mais vous pouvez le considérer comme une stratégie en tant que telle. Hein, ça peut être pris dans les deux sens. Alors, je vais vous montrer les deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est une stratégie en tant que telle. C'est-à-dire que vous allez avoir des patients qui sont en échec d'ADO. C'est l'étude 1, 2, 3. Ils sont en échec d'ADO. Vous allez leur proposer, ils sont très déséquilibrés, hein, ils ont une hémoglobine glyquée autour de 10%. Vous leur proposez dans une première étape une insulinothérapie basale seule, optimisée, pendant 3 mois. Et vous n'allez randomiser les patients dans l'intensification que ceux qui ont une glycémie à jeun à l'objectif, mais qui sont restés au-dessus de 7%. On est bien dans le cadre de l'insuffisance. Et vous allez leur proposer soit un basal plus 1, soit un basal plus 2, soit un basal bolus complet d'emblée, c'est-à-dire à chaque repas, pendant 6 mois. Déjà, ce que vous devriez constater, c'est que à cette étape-là, 12 semaines, alors que vous aviez inclus 785 patients en échec d'ADO, il n'y en aura plus que 340 qui vont être éligibles à la randomisation. Tous les autres ont atteint l'objectif avec une bonne optimisation de l'insuline basale. C'est quand même une démonstration très importante aussi, hein, qui appuie le rôle de l'insuline basale seule quand elle est bien optimisée. Donc, vous voyez bien que sur 785 patients, on ne pourra randomiser dans l'étude d'intensification que 343. Les autres, ça y est, mission accomplie avec l'insuline basale seule. Le reste a besoin d'un partenaire, et ça va être un partenaire prandial. Et comme je viens de vous expliquer, les options d'intensification, c'est un seul bolus de rapide, 2 bolus de rapide, ou carrément le basal bolus complet. Eh bien, qu'est-ce que ça donne? Dans l'étude 1, 2, 3, vous voyez l'efficacité, comme je vous disais tout à l'heure, de l'insulinothérapie basale seule, et parmi les 343 patients qui vont être randomisés, eh bien, regardez,
le match est égal entre les trois propositions, que vous proposiez un seul bolus au repas principal, 2 bolus ou un basal bolus complet, vous avez la même valeur ajoutée pendant l'étape d'intensification, vous aurez la même amélioration d'hémoglobine glyquée. Donc efficacité semblable. Maintenant voyons la tolérance. La tolérance, vous avez à peu près une prise de poids équivalente, mais un peu moins dans le groupe basal plus 1, mais vous avez surtout au niveau du risque hypoglycémique, que ce soit les hypoglycémies symptomatiques ou les hypoglycémies sévères, vous avez à ce moment-là, dans le basal plus 1, c'est-à-dire basal plus, une diminution significative du risque d'hypoglycémie. Elle est pratiquement à la limite de la significativité pour les hyposymptomatiques et elle est très significative pour les hyposévères. Donc en général, quand vous comparez la stratégie basal plus à la stratégie basal bolus complet d'emblée, vous allez obtenir une efficacité équivalente, mais avec moins d'hypoglycémie et en général moins de prise de poids. Ce qui est logique, hein, la prise de poids est souvent associée à l'insulinothérapie rapide. Un peu moins la basale, mais l'insulinothérapie rapide est pourvoyeuse quand même de prise de poids assez importante. Alors la deuxième étude qui va comparer maintenant, là je vous avais dit, le basal plus peut se concevoir soit comme une stratégie en elle-même, soit une étape de progressivité, c'est l'étude Osiris que j'ai coordonnée, c'est une étude internationale qui a justement comparé différents types d'intensification chez des gens en insuffisance de basal. Ça a été publié en 2012 et voici le dessin de cette étude. C'était bien 800 patients qui étaient en insuffisance de basal. Et pour l'intensification, on a comparé un basal bolus complet, ça c'est le groupe contrôle en vert, vous voyez, c'est le groupe 1, ça c'est le basal bolus complet d'emblée, et on l'a comparé avec un basal bolus progressif qui commence par un basal plus, et dans le groupe 2, on a enlevé les insulinosécréteurs, on n'a gardé que la metformine, et dans le groupe 3, on a gardé le traitement ADO complet, la metformine bien sûr, et le maintien de l'insulinosécréteur. Et l'étude a duré 52 semaines, elle a duré 1 an. Alors, les caractéristiques de l'étude, vous voyez que les patients, ils étaient déjà sous insuline, ils ont une durée moyenne du diabète entre 12 et 13 ans, et puis ça faisait 3 ans qu'ils étaient déjà à l'insuline, et ils partent d'une hémoglobine glyquée, vous voyez, ils n'étaient pas extrêmement bien équilibrés sous insuline basale, puisqu'ils sont autour de 8,5% d'hémoglobine glyquée. Donc, vous voyez, l'insulinothérapie basale, hein, elle aurait pu peut-être être aussi optimisée dans ce cas-là, parce que quand vous avez une glycémie à jeun, l'objectif, c'est rare de dépasser 8,5% d'hémoglobine glyquée. En général, vous êtes à des niveaux d'hémoglobine glyquée plus bas. Alors, voici les résultats. Rappelez-vous, le groupe 1, c'est le basal bolus complet, le groupe 2, c'est le basal bolus progressif avec metformine seule, et le groupe 3, c'est le basal bolus progressif avec metformine et insulfamide, un insulinosécréteur. Eh bien, vous voyez que les 3 stratégies améliorent significativement l'hémoglobine glyquée. Vous passez de 8,4 ou de 8,3 à moins de 8, 7,7, 7,9 et 7,9 respectivement. Donc, les 3 stratégies améliorent significativement l'hémoglobine glyquée. Mais dans Osiris, les stratégies basal bolus progressif n'avaient pas atteint la non-infériorité. C'est-à-dire que la stratégie basal bolus complète d'emblée se montrait supérieure en termes d'amélioration de l'hémoglobine glyquée que les stratégies basal bolus complet. C'était un résultat statistique de l'étude Osiris. Donc, on améliorait l'hémoglobine glyquée avec les 3 stratégies, mais c'était inférieur que la stratégie basal bolus complet d'emblée. Mais ça, c'est sur 1 an seulement. Mais à quel prix? À quel prix? Le basal bolus complet d'emblée, le groupe 1 en vert, on prend du poids. Le groupe 3, le basal bolus progressif avec les sulfamides, on prend du poids aussi. Par contre, le basal bolus progressif, avec l'étape d'un basal plus en premier, sans insulinosécréteur, vous avez significativement moins de prise de poids que les autres. Donc peut-être effectivement que c'est un tout petit peu moins efficace sur 1 an,
en termes d'hémoglobine glyquée, mais la tolérance s'avère meilleure, en tout cas sur la prise de poids. Et d'autre part, lorsque l'on considère les hypoglycémies, eh bien vous voyez que quel que soit le segment d'hypoglycémie considéré, les hypoglycémies symptomatiques nocturnes, symptomatiques sévères et nocturnes sévères, vous avez toujours dans le groupe 2, c'est-à-dire le groupe basal-bolus progressif, qui commence par un basal plus seul, avec metformine seul. Nous avons arrêté les insulinosécréteurs dans ce groupe. Vous aurez toujours moins d'hypoglycémie que dans le groupe basal-bolus complet et dans le groupe basal-bolus progressif, avec maintien des insulinosécréteurs. Donc, si vous voulez, il y a quand même beaucoup de signes sur la tolérance qui sont en faveur de stratégies progressives et non pas agressives dans l'insulinothérapie qui inclut des insulines rapides, des insulines prandiales chez des diabétiques qui sont quand même avec de longues durées d'évolution du diabète, qui ont parfois des comorbidités et en particulier cardiovasculaires, dont le risque hypoglycémique que vous pourriez augmenter grâce ou à cause de stratégies agressives pourrait compromettre quand même un pronostic de mortalité cardiovasculaire. Donc, dans la conclusion de l'étude Osiris, dans tous les groupes, vous aviez une amélioration, excusez-moi, voilà. Dans la conclusion de l'étude Osiris, vous aviez une amélioration significative du contrôle glycémique global avec les 3 stratégies, mais qui était meilleure avec le basal-bolus complet d'emblée, donc le groupe 1. Effectivement, la non-infériorité n'était pas atteinte dans le groupe basal-bolus progressif, mais ce que vous devez savoir, c'est que près de 40% des patients dans l'étude Osiris sont restés avec un seul bolus de rapide pendant 1 an. Donc vous avez épargné une intensification et un nombre d'injections supplémentaires chez 40% des patients par rapport au groupe contrôle qui avait déjà 4 piqûres en insuffisance de basal. Vous êtes passé de 1 à 4. Là, vous êtes passé de 1 à 2 et vous avez maintenu les 2 injections par jour chez 40% des patients. C'est quand même quelque chose à retenir. Et ce que je voulais aussi préciser, c'est que même si la non-infériorité n'avait pas été atteinte, les reviewers de diabète et métabolisme ont admis avec nous que même si la non-infériorité n'était pas atteinte par rapport à un basal-bolus complet d'emblée, mais l'amélioration de l'hémoglobine glyquée était significative quand même par rapport à l'étape d'insuffisance de basal, mais ça se faisait avec une moindre prise de poids et un moindre risque hypoglycémique, même si au niveau du risque hypoglycémique, on était à la limite de la significativité. Donc, mes chers collègues, mesdames et messieurs, la conclusion générale de ce chapitre sur l'insulinothérapie basale et l'intensification sous un mode basal plus, c'est-à-dire que là, nous avons choisi l'option de l'intensification avec les analogues rapides de l'insuline. Comme je vous disais, il y a diverses options d'intensification d'une insuline basale insuffisante, et nous l'avons d'ailleurs tout à l'heure entendu. C'est que pour moi, la stratégie basale plus, quand vous avez choisi une option d'intensification avec l'insuline rapide, est efficace, simple, avec une tolérance satisfaisante concernant la prise de poids et les risques hypoglycémiques. Le risque hypoglycémique est absolument à considérer dans cette population de personnes qui a déjà une durée d'évolution longue, elle est déjà sous insuline basale, elle a été optimisée avec l'insuline basale, et donc ce sont des patients qui ont souvent des comorbidités associées et une histoire cardiovasculaire déjà présente. On sait que les stratégies agressives d'intensification par l'insuline absolument agressives et surtout très intenses sont pourvoyeuses d'un risque hypoglycémique plus important et peuvent altérer le pronostic cardiovasculaire, en particulier la mortalité post-infarctus. Le repas principal, quand vous choisissez un basal plus, c'est soit celui qui est décrit comme le plus riche par le patient,
soit celui qui s'accompagne de l'excursion glycémique postprandiale la plus élevée, soit celui qui a la valeur absolue de la glycémie postprandiale la plus élevée. Je ne vous ai pas montré les données, mais ce sont des données qui sont sous presse actuellement, que nous avons menées dans le service. Quand vous avez identifié le repas principal, que vous choisissez l'addition d'une seule injection d'un analogue rapide de l'insuline. Vous le faites au début de ce repas, et la dose initiale que vous pouvez employer, c'est soit 0,1 unité par kilo, il y a de la littérature qui donne même 0,05 unités par kilo pour justement éviter les hypoglycémies, soit une autre formule qui a été utilisée dans la littérature, c'est 10% de la dose de l'insuline basale présente lorsque vous êtes en insuffisance de basale et que celle-ci nécessite une intensification. Donc vous voyez, il y a des petites cuisines que l'on fait pour choisir la dose initiale de l'insuline rapide. Mais attention, c'est de l'insuline. Qui dit insuline dit titration. La dose initiale que vous employez ne sera pas la dose efficace. Il faut aussi une titration de l'insuline prandiale au repas principal pour atteindre votre objectif de glycémie postprandiale et espérer la correction de l'hémoglobine glyquée. Sinon, ce n'est pas la peine. Vous ne pouvez pas espérer une amélioration de l'hémoglobine glyquée si vous ne corrigez pas directement l'anomalie contre laquelle vous vous battez. C'est très logique. Et si cela ne suffit pas quand même, il est tout à fait possible d'imaginer des ajouts progressifs d'un autre bolus d'insuline rapide au moment de l'autre repas qui deviendra problématique, mais à condition d'avoir corrigé le précédent. Vous ne pouvez pas décréter une insuffisance de basal plus si votre glycémie postprandiale n'est pas à l'objectif. C'est exactement la même chose que la définition d'une insuffisance de basal seule. Et puis donc, on a maintenant des algorithmes de titration simples qui peuvent être proposés aux patients pour la titration, cette fois-ci, de l'analogue rapide en premier, utilisé donc en addition de l'insuline basale. Et donc, si vous voulez, bien sûr qu'il y a une notion d'éducation, bien sûr qu'il y a une notion d'optimisation de l'insuline basale et de l'insuline prandiale utilisée, mais lorsque justement vous obtenez cela, avec un discours, j'espère que vous l'aurez admis, assez simple sur le plan de la stratégie, on corrige d'abord la glycémie à jeun, quand ça ne suffit plus, on commence à corriger une première glycémie prandiale qui pose problème. Vous voyez, on est quand même aidé par un message assez simple qui, sur le plan de l'éducation, est extrêmement important pour l'écoute et la compréhension du patient. Eh bien, je pense qu'on arrive à d'excellents résultats. Je vous remercie pour votre attention.